Alors, j'ai lu Internet année zéro de Jonathan Bourguignon et je vais, pour ainsi dire, ajouter mon grain de sel. C'est publié chez Divergence. Ce livre retrace les différentes évolutions du réseau Internet depuis 1945 à 1990. C'est la première partie. Une seconde partie s'intéresse au développement aux États-Unis, finalement l'Internet américain tel qu'on le connaît et tel qu'on le subit. Et puis une troisième partie se consacre à la Chine. Et ensuite, il y a une conclusion. L'absent, vous l'aurez remarqué, c'est bien sûr l'Europe, l'absente. On s'intéresse aux États-Unis, on s'intéresse à la Chine et pas à l'Europe. Pourquoi ? Tout simplement, peut-être parce que, c'est mon interprétation, l'Europe n'est pas un empire comme l'empire américain l'est ou l'empire chinois aujourd'hui. Et l'Europe, avec Internet, a eu un rôle moteur, c'est-à-dire que l'invention du web a été faite en Europe. L'Internet, à la base, a été pondu aux États-Unis. C'est l'idée de connecter des réseaux entre eux. C'est un réseau de réseaux, un méta-réseau. L'armée américaine avait confectionné cela pour éviter, en cas d'attaque, que les communications soient coupées. Si une bombe tombe sur un coin d'Internet, on s'en fout parce que tout est redondant et tous les réseaux sont connectés entre eux, donc il reste toujours des voies pour l'information qui veut circuler. Il y aura toujours, même s'il y a une partie qui explose, et l'information passe par ailleurs. Et donc ça, c'est Internet, c'est l'Internet américain ancestral à partir des années 60, 70. Mais le web qui a permis le gros essor de l'Internet, qui a permis finalement l'omniprésence d'Internet pour l'utilisateur, le quidam, la grand-mère qui check ses mails aujourd'hui, la grand-mère check ses mails sur le web. Et le web est sorti du cerveau de Tim Berners-Lee. Keeping the web open in terms of open standards is really important. Mais il n'est pas sorti d'un seul cerveau, il est sorti d'un organisme, d'une institution qui s'appelle le CERN et qui a vocation à faire de la recherche scientifique sur les particules élémentaires, en physique, qui a notamment l'accélérateur de particules en Suisse, à cheval sur la Suisse et la France. Et donc, du coup, le web vient d'Europe, ça sort du terroir européen, mais on n'a pas eu une approche impérialiste. Au contraire, on a livré cette invention au monde et on a dit « faites ce que vous voulez ». Et quand je dis « on », je dis Europe, on, c'est vraiment impersonnel, le on, et c'est comme ça qu'il faut l'entendre, parce que ça a été mis à disposition de tout le monde. Et le CERN lui-même est un groupement de nations et de scientifiques qui viennent de partout dans le monde. C'est juste que ça s'est passé en Europe, en Suisse, qui n'est même pas dans l'Union européenne, finalement. Donc, ce livre qui parle d'Internet et du côté impérialiste d'Internet se consacre essentiellement aux États-Unis et à la Chine. Et le point intéressant, c'est qu'il se focalise, enfin, il passe en revue aux États-Unis la manière dont la contre-culture a préparé le terrain utopique pour donner un appétit, une idéologie au déploiement du réseau, au déploiement du web, au déploiement d'Internet sur les marchés financiers et les marchés économiques. C'est-à-dire qu'il y a eu toute une idéologie cyberpunk, les cybermondes, etc. dans les années 70-80. Un bon exemple, c'est Neuromancer, qui est donc un petit peu dystopique, mais qui a influencé Matrix et qui a été écrit par William Gibson. Mais derrière tout ce mouvement, il y a l'idée cyberpunk, il y a toute cette idée que William Gibson résume par « Information wants to be free », l'information veut être libre. Et William Gibson a écrit un article sur Singapour en 1993 qui s'appelait « Disneyland avec la peine de mort » pour décrire Singapour, qui est en effet un genre de Disneyland, mais qui a la peine de mort. Et la phrase de conclusion de William Gibson, on est en 1993, c'est « Information wants to be free », donc Singapour
comme l'information veut être libre, Singapour va de toute façon, par sa position portuaire, sa position névralgique dans le monde, se trouver au carrefour des autoroutes de l'information. Et en se trouvant au carrefour des autoroutes de l'information, ne vous inquiétez pas, Singapour va s'émanciper et ce côté autoritaire va sûrement disparaître. Et c'est la naïveté des cybermondes, de toute cette idéologie où on va finalement, par l'imaginaire d'ordinateurs connectés entre eux, accéder à une nouvelle réalité, à un nouveau monde, le cybermonde, qui va venir se surajouter à le monde actuel, pour nous émanciper. Et le livre, là, Internet année zéro, montre bien que l'Internet n'est pas venu offrir un nouveau monde. Au contraire, les dispositifs qui sont sur Internet sont venus coloniser le monde actuel. Il n'y a pas eu... et c'était en ça que le mouvement cybermonde, cybernétique, cyberpunk offrait des utopies. Mais l'utopie parfaite, puisque c'est cyber comme ce qu'il y a sur le réseau, donc il n'a pas de lieu, et donc on imaginait que ça allait rendre heureux, l'utopie, le lieu où on devient heureux, mais en réalité c'est vraiment l'utopie ultime, c'est-à-dire qui n'a pas de lieu et qui n'a pas, à proprement parler, d'espace, parce que le cyberespace, il n'y a pas de place dans le cyberespace. Et donc du coup, c'est ce qui explique qu'on a des phrases comme celle-ci. Pour continuer sa croissance, pour continuer sa colonisation du réel, Internet doit étendre son emprise au royaume physique des industries purement matérielles. À la logistique, à la livraison de marchandises par drone, à la conduite autonome des camions et des taxis, à l'optimisation des flux urbains dans les métropoles. Ce qui signifie qu'Internet a besoin d'incorporer le monde entier dans sa vision cybernétique. Si le smartphone était la clé pour faire de l'humain une créature cybernétique dont les émotions peuvent être collectées, anticipées et donc contrôlées par le réseau, les capteurs, caméras GPS, thermomètres, transducteurs connectés de tout type, associés aux intelligences artificielles, permettront à Internet d'interpréter le réel, de le fusionner au cyberespace virtuel, d'étendre son emprise sur le monde physique. Ce qui a été pudiquement appelé Internet des objets. Donc l'Internet des objets est finalement un processus de colonisation. Et donc c'est très intéressant parce que ça n'est pas le cybermonde qui nous est offert par les machines, ce sont au contraire les machines qui viennent grignoter notre monde. Et c'est ce qui explique que le fonds d'investissement de Marc Andreessen, l'inventeur de Netscape, le navigateur Mosaic, et qui ensuite a fait sa première fortune là-dessus, qui a ensuite dirigé un fonds d'investissement qui investit dans toutes les grandes startups de la Silicon Valley. Ce fonds s'appelle A16Z. Et ce fonds d'investissement a pour slogan « Software is eating the world ». Le software, le logiciel, mange le monde. Et ça n'est pas the other way around, ça n'est pas dans l'autre sens. C'est pas finalement le software, le réseau des réseaux, l'Internet qui va nous offrir une nouvelle réalité, qui va venir créer quelque chose. Elle va venir au contraire coloniser jusqu'au jour où on a des objets tels que Alexa, à qui on peut parler, dire achète-moi des cornflakes, ou alors on a un aspirateur connecté, un God connecté, ce que vous voulez. Internet colonise le monde dans lequel on vit, mais il le colonise physiquement, il colonise le monde physique, mais il n'est pas venu offrir un nouveau monde. Néanmoins, quand je parle comme ça, que je dis Internet et que je l'utilise comme sujet d'une phrase, je sous-entends que Internet aurait une volonté. Et je fais exactement la même erreur que ce livre, qui dit Internet doit étendre son emprise au royaume physique des industries purement matérielles. En réalité, on pourrait poser nos préjugés un instant et ne pas prendre Internet comme bouc émissaire et ne pas croire que Internet soit animé d'une intention. Et du coup, on pourrait se dire qu'au contraire, c'est Internet qui a été colonisé. Parce que si on en revient à la base, quand c'est sorti du CERN, bon alors après, on peut dire avant, oui, c'est sorti de l'armée, et donc du coup, ça a forcément une vocation au contrôle, etc. Sauf que l'armée a toujours été un lieu où les chercheurs peuvent être hébergés sans avoir de compte à rendre dans l'immédiat. Et donc c'est pour ça que de l'armée sont sorties beaucoup de nouvelles inventions très bonnes. Et c'est pas forcément un mal, très mauvais aussi, ou alors Pharmacon, des inventions qui sont à la fois très bonnes et très mauvaises. Mais donc du coup, je veux dire, on peut pas attaquer Internet parce que c'est sorti de l'armée américaine à la base. Et le deuxième moment, qui est le moment où le web est inventé et que ça sort du CERN, alors là, du coup, on n'a vraiment plus rien à dire, à mon avis, sur le plan de l'origine.
Et ce qui serait intéressant, c'est du coup de se dire, est-ce que c'est pas cette invention pure sortie du CERN qui a ensuite été colonisée? Et à quoi ça ressemblerait si on décolonisait Internet? À ce moment-là, je pense qu'on peut prendre un point de vue qui ordonne les choses selon 3 échelles pour faire en gros, mais on pourra avoir l'échelle du hardware, l'échelle du software et l'échelle de notre chair. Je fais ça parce que ça rime, mais donc l'échelle du hardware, c'est les machines, les tubes, les tuyaux, les câbles en réalité, les fibres optiques très épais qui traversent l'Atlantique, mais aussi les data centers, les ordinateurs, les disques durs qui font que le réseau existe. Et c'est pas parce que les choses sont magiques qu'on swipe et qu'on clique sur un smartphone qu'il n'y a rien de physique, il n'y a pas de cybermonde purement pur esprit qui n'a pas de corps. Et c'est en ça que du coup, d'ailleurs, ça n'est pas anodin que les utopies cybernétiques, de cybermonde, etc., soient nées dans un milieu puritain américain, puisque c'est typiquement, on niait le corps. Mais en réalité, il y a un corps. Et donc, décoloniser Internet, décoloniser le corps d'Internet, décoloniser le hardware, ça c'est une échelle, c'est l'échelle du réseau, de l'organisation. Eh ben, c'est possible. Et on le voit avec aujourd'hui Huawei, il y a des choses qui sont devenues tellement évidentes. On voit que poser des antennes 5G Huawei partout en Europe, ah oui, on se rend compte que finalement les Chinois peuvent nous espionner. Mais le problème est déjà, on s'imagine qu'on va être colonisé à cause des antennes 5G. En réalité, Huawei a déjà colonisé toute l'Europe par du matériel, des antennes 3G et tout, et par du service qui est fourni aux opérateurs télécoms de l'Union européenne, qui ont tous les opérateurs télécoms, la plupart, on va dire la plupart, ont sous-traité la plupart de leurs services à des Chinois. Et il y a des opérateurs télécoms aujourd'hui, notamment en Hollande et en France aussi probablement, qui ont tellement sous-traité que toute la facturation, etc., est assurée par les Chinois. Donc on est totalement colonisé dans le sens où l'information de à qui on téléphone, toutes ces métadonnées de ce qu'on fait avec nos téléphones, etc., cette information part en Chine pour la facturation, pour le fonctionnement. Et il est pareil avec les antennes. Les antennes, n'importe qui de la communauté de l'espionnage peut vous confirmer que à partir du moment où on fournit toutes les antennes et tout le matériel qui va autour, on peut très bien mettre ce qu'on appelle des backdoors et accéder à l'information qui passe par là. Et c'est exactement ce que les Chinois ont fait. Et si demain on a un conflit ouvert avec les Chinois, ils peuvent tout simplement nous couper les télécoms. Et ça, on peut dire merci à toute la libéralisation, l'efficacité financière des 20 ou 30 dernières années, mais en réalité, du coup, on n'a plus aucune marge de manœuvre parce que le réseau physique, le hardware, est colonisé. Décoloniser cela, c'est possible, mais il faut se bouger un petit peu les fesses. Ça, c'est une première échelle. Deuxième échelle, l'échelle du software. On peut en effet imaginer décoloniser une application telle que Zoom qui a décollé complètement avec le Covid. Zoom permet aux gens de parler en vidéo, etc. Ils ont longtemps fait croire à leurs utilisateurs que c'était chiffré, que Zoom eux-mêmes n'avaient pas accès aux conversations, ne pouvaient pas avoir accès aux données. En réalité, toutes les équipes de Zoom sont situées en Chine. Donc le CEO de Zoom est d'ailleurs chinois, etc. etc. Et ils ont fait croire que c'était chiffré de bout en bout, mais c'est faux. Aujourd'hui, ils déploient enfin une fonctionnalité pour permettre d'avoir cette option, c'est-à-dire de dire non, je ne veux pas que Zoom puisse accéder à la conversation que j'ai en utilisant Zoom, mais quand j'enclenche cette fonctionnalité, je perds tout un tas d'options qui fait que du coup la plupart des gens vont continuer à utiliser Zoom en envoyant toutes leurs données de conversation, tout ce qu'ils racontent sur Zoom part en Chine et on ne sait pas ce qui est fait là-bas. Et on ne sait pas ce qui est fait là-bas. Les Chinois, par exemple, il y a un jour un des patrons de Cisco qui est allé en Chine pour dire vous nous avez copié, vous nous avez piqué plein de choses. Il est allé avec de la documentation où les Chinois chez Huawei avaient tellement copié le truc qu'ils avaient des fautes d'orthographe qui étaient les mêmes que dans les manuels de Cisco. Mais les Chinois ont dit non, on ne fait jamais ça. Donc quand les Chinois disent non, on n'utilise jamais notre réseau, non, on n'utilise jamais Zoom, eh bien évidemment, c'est pas forcément vrai, c'est plutôt fallacieux. Et évidemment, on pourrait aussi décliner toute cette critique ou prendre des applications américaines, parce que là je parle de Zoom, et Zoom d'ailleurs est américain, mais c'est aussi à tendance chinoise, on pourrait aussi parler de WhatsApp, de Facebook, etc. etc. WhatsApp ne garantit pas le chiffrement de bout en bout, parce qu'on ne peut pas l'examiner, on ne peut pas voir concrètement comment c'est fait, ce qui n'est pas le cas d'une application comme Signal par exemple.
Donc ça, c'est le software. Le software, on peut le décoloniser aussi et on voit ce que ça aurait d'émancipatoire. Et enfin, la troisième échelle, ce sont bien sûr nos cerveaux. Je veux dire, on parle de l'organisation, on parle ensuite du software et nous-mêmes, nos cerveaux, notre chair est colonisée. C'est-à-dire que on voit l'usage d'un smartphone tous les jours modifie des connexions neuronales, ça modifie comment le cerveau fonctionne en termes de récompense, de satisfaction, quand on délogue son téléphone 100 fois par jour, il se passe des choses et on a des automatismes qui font que on se fait littéralement coloniser par le téléphone. Mais alors là, je voudrais retourner la chose et dire que plutôt que de toujours vouloir décoloniser l'individu, ce qui vient vite. Alors, on va responsabiliser l'individu, c'est à toi de gérer ton temps avec ton smartphone, etc. Je pense que ce serait beaucoup plus puissant de décoloniser le colon. Et je peux prendre l'exemple de Jeff Bezos, par exemple, qui me permet de réintégrer le CERN qui a inventé d'où sort l'invention du web. Jeff Bezos ne connaît que un seul rapport au monde, qui est celui de la colonisation. Il a une peur, c'est la peur de la stasis. La stasis, c'est la guerre civile en grec, mais c'est aussi le moment où la circulation est bloquée. Et il ne veut jamais que ça se bloque. Il veut que ça tourne toujours. Et il veut toujours aller vers des nouvelles terra incognita, quoi. Il veut toujours aller exploiter. Et la terra incognita aujourd'hui, bien sûr, c'est nos cerveaux, c'est d'aller coloniser ça. C'est pour ça que Elon Musk a des dispositifs qu'il veut implanter dans le cerveau, etc. C'est parce que c'est le nouveau Far West. Neuralink a récemment dévoilé son travail avec Peiger, un singe possédant une puce Link implantée dans des zones de son cortex moteur. Ainsi, Peiger a la capacité de jouer à des jeux et ici, il joue à Pong, pouvant contrôler la raquette de ce jeu. Et justement, Jeff Bezos est un grand fan de Star Trek et je voudrais par ici sous-entendre que son esprit lui-même, son esprit de colon, il faut le décoloniser, il a été nourri à ça. Et quand il était petit, il regardait Star Trek, et Star Trek, c'est un grand navire spatial qui s'appelle USS Enterprise, et qui influence énormément, en termes de contenu culturel, la manière dont on imagine le progrès et là où va l'avenir de l'homme, quoi. Et qu'est-ce que fait Star Trek ? Eh ben, Star Trek, le vaisseau de Star Trek explore de nouveaux mondes, exactement comme le colon américain faisait à l'époque de la ruée vers l'or, où on allait aller dans des terres où on n'était jamais allé pour potentiellement trouver des ressources, trouver le bonheur, trouver la richesse. Et bien sûr, il y a tout un tas de choses moralisantes et morales dans Star Trek. Ça n'est pas un truc de psychopathe du tout. Mais Jeff Bezos a été nourri par Star Trek. Et Star Trek a une espèce d'idéologie de aller trouver le lieu qu'on ne connaît pas encore et d'y faire des choses. Et donc ça n'est pas un hasard si Jeff Bezos, d'ailleurs il le dit lui-même, il dit que par exemple il a été influencé pour son idée de Amazon Echo, il s'est dit, il dit que ça vient de Star Trek, il dit que j'ai eu l'idée en regardant Star Trek, il a même tourné dans un épisode de Star Trek, il a fait un personnage dans un Star Trek, et d'ailleurs les fans de Star Trek ont envoyé des cendres du réalisateur ont été envoyés dans l'espace, des cendres de certains acteurs ont été renvoyés dans l'espace. Ils ont fait du lobbying pour que la NASA appelle une de leurs navettes du même nom que le vaisseau Star Trek. Donc on a une intrication des deux qui fait qu'aujourd'hui, Jeff Bezos, à un moment donné, s'en va d'Amazon en tant que CEO, du moins il supervise toujours quelques trucs, mais il n'est plus à l'exécutif, il n'est plus CEO d'Amazon, et il part pour se livrer à la colonisation de l'espace. C'est-à-dire qu'après avoir colonisé Internet, il veut coloniser l'espace et y envoyer son plan, quand il en parle, c'est mettre 1000 milliards d'êtres humains dans des stations spatiales un peu partout dans le système solaire. Il ne va pas faire ça de son vivant, bien sûr, il ne le voit peut-être pas de son vivant, mais c'est son projet à terme. Il dit, si on arrive à avoir 1000 milliards d'êtres humains dans l'espace, alors on aura 100 ou 200 ou 300 fois plus d'Einstein qu'aujourd'hui. Et donc à partir du moment où on aura plus d'Einstein qu'aujourd'hui, et ben du coup l'humanité va avancer. Donc c'est-à-dire qu'il a une vue des choses qui est tellement engluée dans le calcul et un esprit colonialiste qu'il pense qu'en mettant 1000 milliards d'individus de viande dans des boîtes qui seront des espèces d'hangars Amazon intergalactiques, il imagine qu'en faisant ça, on va créer des Einstein. Alors que Einstein, précisément,
a fait des découvertes presque, oui, des grandes découvertes, mais il les a faites parce qu'il était en interaction avec le monde et que le monde est quelque chose qui nous dépasse. Et l'expérience du monde, on ne peut probablement pas l'avoir dans un vaisseau spatial conçu par Jeff Bezos, si vous voulez. Et je pense que des êtres humains qui sont nés et élevés dans des navettes spatiales qui ressemblent à des hangars Amazon, même s'il y en a 1000 milliards, je me permets de poser la question, est-ce que la quantité va faire la qualité ? Je ne suis absolument pas certain, et c'est pas ce qu'on voit, c'est la qualité d'un enfant, c'est ce qu'on lui permet la manière dont on lui permet de découvrir le monde, donc la manière qu'il a de pouvoir expérimenter le monde, qu'on lui théorise les choses, qu'on lui permet de pratiquer, etc. Mais dans un environnement d'un vaisseau spatial, un vaisseau spatial a été entièrement créé par l'homme. Et si ce cerveau, en plus, c'est le cerveau d'Amazon, je vous laisse imaginer à quel point ça peut être un système totalitaire et fermé. Et donc, du coup, moi, mon petit piratage, ce serait de proposer à Jeff Bezos, plutôt que de coloniser l'espace, Jeff Bezos a une fortune de 200 milliards de dollars. Le LHC, qui est l'accélérateur de particules du CERN, a coûté 10 milliards de dollars. Avec ça, ça a permis de vérifier l'existence du boson de Higgs, par exemple. Ça a permis de mieux connaître la structure de la matière, espace, temps. Ça permet vraiment de dire plus de choses, d'affiner le modèle physique qui nous permet de décrire le monde et d'explorer ce qu'on ne sait pas et aussi de repousser ce qu'on ne sait pas en apprenant des nouvelles choses, en confirmant, etc. Et Jeff Bezos, c'est un petit peu un nom, si vraiment il veut servir son ego avec l'argent qu'il a. Admettons que demain on découvre une particule élémentaire nouvelle, on pourrait l'appeler un Bezos s'il l'a financé. Et donc je pense que si Jeff Bezos n'était pas un cerveau lui-même colonisé qui ne connaît que le rapport au monde de la colonisation, donc quelque chose de très triste, eh ben, il pourrait, par exemple, au lieu d'investir sa fortune pour absolument aller faire des vaisseaux spatials et cloner des humains dans des vaisseaux spatials un peu partout pour multiplier juste de la viande, il pourrait financer le CERN d'une manière telle qu'il resterait non seulement même dans l'histoire de l'humanité, mais même plus tard, s'il y a autre chose que des humains, on se souviendrait encore de Jeff Bezos qui aurait peut-être financé des découvertes de la physique comme Einstein. Et donc, c'est ça qui l'intéresse, parce qu'il voudrait plus d'Einstein. Mais s'il veut plus d'Einstein, il pourrait agir totalement autrement sur un autre mode que la colonisation. Et donc, je crois qu'il y a là une belle piste pour décoloniser le colon. Parce que si on décolonise un colon, on permet à beaucoup de gens de s'émanciper, alors que décoloniser les gens un par un, c'est souvent très 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 compliqué et fastidieux, alors que là, ça serait quelque chose de beaucoup plus efficace. Voilà, c'est une idée en l'air, mais je recommande la lecture de ce Internet année zéro, qui ne va pas autant, ça s'appelle Divergence, mais ça ne divague pas autant que je le fais, mais je pense qu'à la fois c'est quelques pistes intéressantes que j'ai lancées.